Bismillahirrahmanirrahim. On va poursuivre avec le cours de gestion du processeur. Donc, le module du système d'exploitation qui gère l'allocation du processeur au processus s'appelle l'ordonnanceur, car il permet l'ordonnancement des processus, c'est-à-dire il décide de l'ordre d'exécution des processus dans le temps. Un processus est créé par le système d'exploitation afin d'exécuter un programme ou une application. Il a une durée de vie, un début et une fin. Et durant sa vie, il peut passer par 3 états. L'état pré, c'est-à-dire il demande à l'ordonnanceur de lui allouer le processeur. Actif, l'ordonnanceur lui a alloué le processeur et il est en train de s'exécuter. Et l'état bloqué, c'est quand le processus demande une autre ressource que le processeur. Alors, le premier état d'un processus après création est l'état pré. Quand l'ordonnanceur alloue le processeur à un processus, il passe de l'état pré à l'état actif. Ou bien le processus termine son exécution et libère le processeur qui sera alloué à un autre processus pré. Ou bien le processus sera interrompu avant de terminer son exécution et revient à l'état pré. Cette transition de l'état actif à l'état pré peut être la cause, par exemple, de la fin d'un quantum pour l'algorithme tourniquet ou tout simplement l'arrivée d'un autre processus plus prioritaire. Dans tous les cas, le processus interrompu doit pouvoir continuer son exécution à la prochaine allocation du processeur là où il s'est arrêté. Pour cela, le système doit enregistrer les informations nécessaires avant de commencer l'exécution d'un nouveau processus. C'est ce qu'on appelle la commutation du contexte. La commutation du contexte consiste à sauvegarder le contexte du processus interrompu et charger le contexte du processus qui va allouer le processeur. Donc, à chaque fois que l'ordonnanceur sélectionne un processus pour lui allouer le processeur, il y a une commutation de contexte. Donc, on a un processus actif, ou bien il se termine et libère le processeur, ou bien il sera interrompu et il revient à l'état pré, ou bien il passe à l'état bloqué pour attendre l'arrivée d'un événement particulier. Cet événement peut être par exemple l'attente d'un signal. Le processus a exécuté la fonction pause et il ne peut poursuivre son exécution avant l'arrivée d'un signal. Donc, il n'aura pas besoin du processeur avant l'arrivée d'un signal. Alors, il libère le processeur pour qu'il puisse exécuter un autre processus pré. Un autre exemple d'événement est l'exécution d'une entrée-sortie. Par exemple, le processus exécute la fonction scanf pour lire une donnée du clavier. Le temps que l'utilisateur saisit la donnée, le processeur peut faire autre chose. Ensuite, dès que l'événement est terminé, le processus peut poursuivre son exécution. Mais il ne peut pas passer directement à l'état actif. Il doit demander à nouveau l'allocation à l'ordonnanceur. Donc, il revient à nouveau à l'état pré. En conclusion, on peut avoir 4 transitions. De pré à actif, quand un processus alloue le processeur. De actif après à la réception d'une interruption, par exemple à la fin de son quantum. De actif à bloquer pour une demande d'entrée-sortie, par exemple. Et de bloquer à actif
à la fin de l'opération d'entrée-sortie. On peut avoir plusieurs processus à l'état près insérés dans une file d'attente. L'ordonnanceur utilise cette file pour choisir l'un des processus prêts pour lui allouer le processeur selon un algorithme d'ordonnancement prédéfini. Le nombre de processus à l'état actif dépend du type du processeur. Avec un monoprocesseur, on peut avoir qu'un seul processus actif. Si par exemple on dispose d'un processeur à 2 corps, on peut avoir 2 processus actifs. Donc, avec un corps, on peut avoir au maximum un processus actif en même temps. Pour l'état bloqué, on peut avoir plusieurs files d'attente, chaque file associée à un événement particulier. Donc jusque-là, nous avons parlé que des systèmes qui manipulent une seule file d'attente des processus prêts. Certains systèmes gèrent des files multiples. À chaque file correspond une priorité et les processus attendent dans les files selon leur priorité. La file de la plus grande priorité est servie d'abord. Quand cette file devient vide, on passe à la file suivante et ainsi de suite. À l'intérieur d'une file, l'ordonnancement peut se faire selon FIFO par exemple. Donc, si un processus est inséré toujours dans la même file, on dit que sa priorité est fixe. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où il change de file, on dit que sa priorité est dynamique. Les systèmes modernes combinent priorité avec tourniquet. Le quantum peut être différent selon le niveau de priorité de la file. La priorité et le quantum des processus peut être aussi calculable ou dynamique selon des formules prédéfinies. Des formules qui, par exemple, dépendent pour le calcul de quantum dépend de la priorité qui change, ou bien en fonction de temps CPU consommé, ou dépend des opérations d'entrée-sortie, etc. Rappelons le principe de tourniquet. Pour tourniquet simple, une file d'attente est gérée en FIFO circulaire, c'est-à-dire que les processus allouent le processeur pendant un quantum à tour de rôle. Si à un instant T, par exemple, 3 processus sont en file d'attente et nécessitent 10, 3 et 11 unités CPU dans cet ordre, et que le quantum est fixé à 5 unités, alors le processeur sera alloué au processus qui est en tête de la file pendant maximum 5 unités. Ensuite, le processus retourne à la queue de la file pour permettre à un autre processus de s'exécuter. Dans cet exemple, P1 alloue le processeur une première fois pour exécuter ses premières 5 unités. Ensuite, il revient à la queue de la file. Ensuite, dans une deuxième étape, P2 alloue le processeur pour maximum 5 unités. Donc, si la durée d'exécution du processus est inférieure au quantum, alors le processus libère le processeur dès qu'il termine son exécution. Et à ce moment-là, l'ordonnanceur va allouer le processeur au prochain processus de la file et ainsi de suite. Donc, en étape 3, P3 alloue le processeur pendant maximum 5 unités d'abord. À l'étape suivante, P1 reprend son exécution. Et enfin, P3 termine les unités qui lui restent. Le processus P3 en phase 5 alloue le processeur pour 5 unités. Ensuite, il revient à la file d'attente et alloue le processeur à nouveau à l'étape 6 puisqu'il est le seul dans la file d'attente. Dans certains systèmes,
Ils ont proposé de ne pas remettre un processus à la file d'attente à l'expiration de son comptant si cette file est vide. Dans le cas où la file est vide, le système réinitialise tout simplement le comptant du processus sans le remettre à la file, ce qui permet de réduire le nombre de commutations de contexte. Sachant que l'interruption d'un processus et la gestion de la file d'attente consomment du temps. Donc, on va faire le déroulement d'un exemple qui prend en considération, premièrement, de l'étape bloquée. Donc, on suppose que les processus P1 et P3 nécessitent des entrées-sorties afin de poursuivre leur exécution. Ces entrées-sorties sont gérées selon la politique FIFO, donc indépendamment de la politique pour la gestion du processeur. Le système manipule plusieurs files d'attente, chacune avec une priorité fixe. Donc, on sert la file de la plus grande priorité non vide en premier. Et pour les processus de même priorité, on applique tourniquet avec un quantum de 3 unités. Donc, on supposera donc une priorité et un quantum fixe. Donc, on a 3 files d'attente. La première est associée à la priorité 4, où seront insérés P1 et P2 quand ils sont prêts. C'est la file la plus prioritaire. Ensuite, la deuxième file pour les processus de priorité 3 et la dernière pour mettre P4 de priorité 1. Sur le diagramme, on va donc représenter les 3 états. Actif qui représente donc l'exécution du processeur, l'allocation du processeur. Prêt pour l'attente du processeur. Si on ajoute cet état sur le diagramme, on peut ne pas dessiner les files d'attente. Pour cet exemple, on va faire les deux. Et puis l'état bloqué qui indique que le processus n'aura pas besoin du processeur pendant l'attente de la fin de l'entrée-sortie. Donc, on a le processus P1 et P2 de priorité 4, donc la priorité la plus importante. P1 demande 5 unités CPU, ensuite 2 unités entrée-sortie et puis 3 unités CPU. Donc, P1 et P2, s'ils sont en cours d'exécution, ils ne peuvent pas être interrompus parce qu'ils ont la priorité la plus élevée. P1 et P2 peuvent être interrompus seulement à la fin de leur quantum. Si leur quantum est expiré, ils vont revenir à la queue de leur file d'attente. Donc, P1 et P2 sont plus prioritaires que P3, P4 et P5. Donc, si P3, P4 et P5 sont en cours d'exécution et P1 et P2 reviennent à l'état près, ils peuvent interrompre les autres processus parce qu'ils sont les plus prioritaires. Donc, on va appliquer priorité. P1 et P2 sont plus prioritaires que P3 et P5, qui sont tous plus prioritaires que P4. Donc, un processus le plus prioritaire peut interrompre un processus moins prioritaire que lui. Mais pour les processus de même priorité, il n'y aura pas d'interruption. Ils vont partager le processeur à tour de rôle pendant un quantum de 3 unités. Donc, si deux processus ont la même priorité, ils sont prêts en même temps, ils vont s'exécuter à tour de rôle pendant le quantum. Donc, on va à l'instant 0, il y a seulement le processus P1 dans le système. Donc, c'est lui qui va allouer le processeur pour un quantum de 3 unités. Donc, P1 est de priorité la plus élevée. Pendant le quantum de 3 unités ne sera pas interrompu. Quand son quantum est expiré, il revient à la queue de la file d'attente. Si P2 est en attente, il lui cède le processeur. Sinon, il peut allouer le processeur à nouveau. Donc, P1 a besoin de 5 unités. Donc, il va d'abord exécuter 3 unités. Si, après l'expiration de son quantum, P2 n'est pas prêt, donc il peut reprendre le processeur.
Donc on va voir, donc P1 va commencer à s'exécuter de 0 à 3 sans interruption, parce qu'il n'y a pas un processus plus prioritaire que lui. À l'instant 3, il peut redemander le processeur à nouveau. Donc s'il est en tête, il reprend pour terminer les 2 unités avant de demander l'entrée-sortie. Sinon, il cède la place à un autre processus de la même priorité que lui. Donc on aura pendant l'exécution de P1, l'arrivée des processus P2 et P3 à l'instant 1 et 2. Donc à l'instant 1, P2 arrive, il sera inséré à la file d'attente associée à sa priorité. Et il ne peut pas interrompre P1 parce qu'il n'est pas plus prioritaire que lui. Il doit attendre son tour. Ensuite, à l'instant P3, l'instant 2, P3 arrive, il sera inséré à la file d'attente associée à sa priorité. Et il ne peut pas interrompre P1 parce qu'il n'est pas plus prioritaire. Donc, à l'instant 3, P1 a expiré son intervalle de 3 unités. Il va revenir à la queue de la file d'attente associée à sa priorité. Donc, il va revenir à la file d'attente. Et on va marquer qu'il lui reste 2 unités de 5 qui ne sont pas encore exécutées avant de faire une entrée-sortie. Donc je vais marquer ne pas oublier qu'il lui reste 2 unités avant de passer à l'état bloqué. Et donc le processeur sera alloué au processus de la file la plus prioritaire, donc la file associée à la priorité 4 qui est en tête de la file. Donc ce sera le tour de P2. P2 va allouer le processeur d'abord pour 3 unités. Lui, il a besoin de 6 unités. Donc, il va d'abord allouer 3 unités. Si P1 sera en attente, donc ça sera, il va revenir à la queue et laisse P1 s'exécute. Sinon, s'il est le seul en attente, il reprend son exécution pour un nouveau quantum. Donc, à l'instant 6, plutôt avant l'instant 6, il y aura l'arrivée du processus P4 à l'instant 4 et P5 à l'instant 5. Ils vont être insérés dans leur file d'attente associée à leur priorité. Ils ne peuvent pas interrompre P2 parce qu'ils sont moins prioritaires. À l'instant 6, P2 expire son intervalle de 3 unités sans terminer son exécution. Il va revenir à la queue de la file d'attente associée à sa priorité. Donc, il sera inséré après P2. On va marquer sur le diagramme qu'il lui reste 3 unités CPU, pour ne pas oublier. Et puis, c'est P1 qui va allouer le processeur. Alors, P1 a consommé les premières 3 unités, donc on lui attribue un nouveau quantum de 3 unités. Et donc, pour terminer les 2 unités CPU qui lui restent, de 6 à 8. À l'instant 8, il termine les 5 premières unités CPU et il demande de faire une entrée-sortie pendant 2 unités. Donc, il va passer à l'état bloqué, il libère le processeur. À ce moment-là, pendant l'entrée-sortie de P1, le processeur sera alloué aux autres processus. Donc, à l'instant 8, P1 fait son entrée-sortie et le processeur sera alloué à P2 pour 3 unités. Donc là, sur le diagramme, je vais marquer que P1, pendant son deuxième exécution, il a consommé seulement 2 unités. Donc, il lui reste un quantum de 1 unité. Donc, la prochaine fois, quand il alloue le processeur, il doit d'abord consommer son quantum avant que le système lui donne un nouveau quantum de 3 unités. Donc, à l'instant de 8 à 10, de 8 à 9, 8, 9, 10, 11, P1 va plutôt, donc P1
son entrée sortie va prendre 2 unités, donc de 8 à 10. Et entre-temps, P2 va allouer le processeur pendant 3 unités, donc de 8 à 11. Les autres processus restent en attente parce qu'ils sont moins prioritaires. Donc P1 à l'instant 10, il va terminer son entrée-sortie, il va revenir à la file d'attente associée à sa priorité à l'état prêt. Est-ce qu'il va interrompre P2? Non, parce que P1 n'est pas plus prioritaire que P2 et P2 n'a pas encore expiré son quantum. Donc P1 passe en attente et P2 poursuit son exécution normalement. À l'instant 11, P2 termine son exécution et quitte le système. Donc à ce moment-là, on aura P1, P3, P4 et P5 en file d'attente. À l'instant 11, le système va allouer le processeur au processus le plus prioritaire. Donc pour le moment, ça sera P1. Donc puisque P1 maintenant a la priorité la plus élevée par rapport 3, 4 et 5, peu importe son quantum, il va s'exécuter jusqu'à sa fin. Donc de 11, 12, 13 jusqu'à 14. Il va s'exécuter de 11 à 14 pour quitter le système. Que ce soit le quantum expiré ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à 11, il va allouer le processeur jusqu'à 12. À 12, son quantum devient 0. Donc, il va revenir à la file d'attente associée à sa priorité. Et puisque c'est le processus le plus prioritaire, il va allouer le processeur à nouveau avec un nouveau quantum de 3 unités. Donc, à l'instant 14, il va quitter le système avec sans expirer totalement son nouveau quantum. Donc, P1 se termine à 14. Donc, maintenant P1 et P2 ont terminé leur exécution. Il reste P3, P4 et P5 en file d'attente. Le système va allouer le processeur au processus le plus prioritaire. Donc maintenant, c'est P3 et P4, P3 plutôt et P5 qui ont la priorité 3, qui vont partager entre eux le processeur chaque fois pendant 3 unités de temps. Et P4, il est le moins prioritaire, il va attendre que P3 et P5 soient bloqués ou qu'ils sortent du système. Donc P3 va allouer le processeur au maximum pour 3 unités. Lui, il a besoin de 2 unités CPU, 3 entrées-sorties et ensuite 2 unités processeur. Donc, il va d'abord exécuter ses premières 2 unités. Le quantum est largement suffisant. Donc, il va exécuter les 2 unités sans interruption. Les autres processus restent en attente. Donc, à l'instant 16, il lui reste un quantum de 1 unité. Et il demande une entrée-sortie pour 3 unités. Donc, l'entrée-sortie va durer de 16 à 19. À ce moment-là, c'est P5 qui va allouer le processeur pour 3 unités. Donc, P5 a besoin de 2 unités. Donc, à l'instant 18, il va libérer le processeur. Et à ce moment-là, il y a seulement P4 en attente. P3, il est occupé par l'entrée-sortie toujours. Donc, c'est P4 qui va s'exécuter. À l'instant 19, P3 termine son entrée-sortie. Donc, il va revenir de l'état bloqué à l'état prêt et demande le processeur à nouveau. Donc, P4 est en train de s'exécuter et P3 est plus prioritaire. À l'instant 19, donc P3 va interrompre P4 et alloue le processeur pendant d'abord une unité. Donc, à 20, l'unité expirée peut revenir à sa file d'attente et reprendre l'exécution du processeur
Donc, à nouveau, pour 3 unités à nouveau. Donc, P3 va terminer son exécution à l'instant 21 pour les 2 unités qui sont après l'entrée-sortie. Et entre-temps, P4 sera en file d'attente. Ensuite, à l'instant 21, il n'y a que P4 qui est en file d'attente, donc il va terminer l'unité qui lui reste. Donc pour P4, on peut ne pas sauvegarder ou bien se rappeler de son comptant. Son comptant n'est pas important.